Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous accueillir avec Nicolas Leroy. Vous le connaissez maintenant, directeur du recrutement du groupe Fiducial, passionné et passionnant dans l'emploi, avec un sujet génial, mon cher Nicolas. Original, en ce moment on n'en parle pas beaucoup en plus. Ouais. La révolution de l'intelligence artificielle. Quel avenir pour l'emploi? Elle transforme aujourd'hui profondément le monde du travail en automatisant les tâches répétitives, en optimisant finalement les prises de décision. Elle permet aussi aux entreprises de gagner en productivité tout en libérant du temps pour des missions à plus forte valeur ajoutée. Toutefois, cette mutation soulève forcément des défis majeurs. La requalification des travailleurs, la disparition de certains métiers, la création de nouvelles compétences. L'occasion de faire le point avec nos invités. Oui, alors 3 invités aujourd'hui. Donc on a de qualité. De qualité, spécialiste de l'IA. Donc on a Nathalie Hector qui est directrice de l'innovation de Schema Business School. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pascal Bizarri qui est directeur général délégué associé du cabinet de conseil Avisia, qui est spécialisé en IA et en data. Bonsoir. Bonsoir. Et Christian Vera qui est directeur du conseil SIRH chez Aiming, un autre cabinet de conseil qui va nous éclairer sur le sujet. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi spécial intelligence artificielle. Les vraies voix Sud Radio. Alors cette intelligence artificielle, souvent perçue comme une menace pour l'emploi, on va en parler avec nos invités. D'abord, petit état des lieux, ce qui est important. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a des chiffres sur l'intelligence artificielle. 85 millions d'emplois pourraient disparaître, mais 97 millions de nouveaux postes pourraient aussi émerger. Qu'est-ce qui fait le plus peur, Nathalie Hector, aujourd'hui? Vous qui êtes à la base de ces étudiants qui vont embrasser beaucoup de technologies et d'innovation, cette catégorie de personnes ne fait pas peur, mais en fait c'est tous ceux qui aujourd'hui ont peut-être un métier qui ont peur. Ce qui fait peur, c'est qu'on ne connaît pas les limites en fait de l'intelligence artificielle et de l'impact que ça peut avoir. Ça va très vite, c'est une technologie qui avance très très rapidement. Moralité, on doit être en capacité de faire évoluer ses compétences au fur et à mesure de l'avancée de cette technologie, dont on imagine qu'elle peut complètement nous remplacer. Donc ça, c'est un élément qui est assez qui est anxiogène et sur lequel en fait on peut aussi se dire que oui et non, il n'y a pas forcément à avoir peur de l'intelligence artificielle, il faut être capable de l'apprivoiser, capable de travailler avec elle, un peu comme on pourrait travailler avec un collègue, sauf que cette fois-ci ce collègue est virtuel et donc on pourra voir aussi à travers les différents échanges que bien globalement c'est un certain nombre de nouvelles compétences complémentaires, c'est une formation aussi à ce qu'est l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a un grand enjeu à venir sur la formation des cadres aujourd'hui, différentes personnes qui travaillent dans l'entreprise pour leur permettre de voir un peu les contours de cette technologie et de ce qu'elle peut amener en termes d'amélioration de la productivité. Il y a de la crainte de la part de vos étudiants ou est-ce qu'au contraire ils le prennent véritablement comme une opportunité? Alors de la crainte chez nos étudiants, absolument pas. Au contraire, je pense qu'ils sont plutôt assez ouverts. Ils sont plutôt, et voilà, c'est un peu à une époque on a eu les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle. Finalement, ChatGPT, c'est aujourd'hui un classique dans leur quotidien de vie privée, et donc automatiquement ils l'appliquent aussi dans le cadre de l'éducation. Donc par contre ils sont assez conscients de l'impact que ça va avoir sur les métiers, et donc c'est un peu aussi l'enjeu de leur dire on va devoir être aussi bon que ce que l'on a été jusqu'à présent, une maîtrise de l'expertise tout en étant capable aussi d'utiliser l'outil et non pas de se dire qu'on peut juste observer des réponses qui sont apportées par ChatGPT. Il faut être capable d'avoir cet esprit critique, donc c'est là aussi un des gros enjeux, mais effectivement les jeunes aujourd'hui sont plutôt dans une vision un peu dynamique des choses, ce qui n'est pas forcément le cas des entreprises, je pense. Alors Pascal Bizarri, vous êtes directeur général délégué associé du cabinet de conseil Avisia, spécialisé en IA et en data. En fait, quand on se rend compte dans notre histoire, les révolutions sur l'emploi agricole, industriel, et j'en passe, les années 70, 90, maintenant l'intelligence artificielle, on s'en est toujours sorti. Bien entendu, il va y avoir de la casse, mais dans l'absolu, on s'est tous relevés. Oui, tout à fait. Et puis l'intelligence artificielle, elle est déjà arrivée dans les entreprises depuis au moins une dizaine d'années, où l'utilisation de la data est devenue quelque chose de commun et de récurrent dans tout ce qui est grand groupe du CAC 40. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment à ces notions. Alors c'est caché pour beaucoup de gens, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la data, il y a plein de gens qui n'y touchent pas, même dans les entreprises qui sont à la pointe de l'innovation. C'est ça, tout à fait, parce que aujourd'hui, c'est un sujet qui est devenu sur le devant de la scène avec l'intelligence artificielle générative et ChatGPT et les outils similaires. Alors important, pour ceux qui nous écoutent, d'expliquer ce que veut dire l'intelligence artificielle générative. Tout à fait. Alors l'intelligence artificielle
artificielle, elle, c'est un produit qui va, à partir de données d'apprentissage, réussir à répliquer un comportement connu. On va prendre l'exemple d'une marque de cosmétiques qui veut prédire son volume des ventes au lancement d'un nouveau produit. Là, on va être dans de l'algorithmie, dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générative, là, on passe dans des nouvelles techniques qui vont permettre de générer soit du texte, soit tout ce qu'on veut, de l'image. Des photos. Voilà, des photos. Donc, on est dans une autre typologie d'usage, et c'est cet usage-là qui fait peur, parce que on voit quand on utilise ChatGPT que quand on lui pose des questions, il est capable de répondre à pas mal de sujets. Et donc, c'est ça qui peut inquiéter. Et en un instant, surtout. Alors vous, ça fait 10 ans que vous travaillez déjà sur l'IA, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est véritablement quelque chose qui est demandé par vos clients. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué justement avec l'accès au grand public de cette IA générative ? En fait, ce qui touche et ce qui fait bouger aussi les entreprises, c'est que cette IA générative, les entreprises aujourd'hui se demandent elles aussi comment ça peut les impacter. Parce que dans le grand public, ça fait peur, mais dans les entreprises, par contre, c'est une opportunité. Comme à chaque nouvelle technologie, c'est de se dire comment on peut l'exploiter et à quoi elle peut nous servir. Donc là, les entreprises, elles essayent de voir comment elles peuvent en bénéficier, notamment avec ce que disait Nathalie, le nouveau collègue, c'est comment on crée des collaborateurs augmentés qui vont avoir des assistants pour leur permettre de les aider. Je prends un exemple avec un de nos clients où on travaille sur un agent de service client qui doit répondre à des questions quand des clients l'appellent avec des problèmes techniques. Là, l'IA générative peut lui permettre d'apporter des réponses en temps réel en écoutant ce que le client a comme problème pour tout de suite apporter un script pour l'agent de service client pour apporter sa réponse. Vu comme ça, c'est génial, hein, c'est dans génial. l'absolu. Et à la fin de l'échange avec le client, dans les services clients, les gens doivent rédiger un compte-rendu de l'échange. Ça leur prend toujours 5-6 minutes, ce qui les empêche de traiter un appel suivant, donc qui crée un peu de l'attente dans les services clients. Là, le compte-rendu, il est généré automatiquement à la fin de l'appel. Il a juste à le relire, à le valider, et c'est fini. Christian Vorak, vous êtes directeur du conseil SIRH chez Hemming. Aujourd'hui, quelles sont, parce que pour un peu de positif quand même, quelles sont les compétences transversales qui vont rester, quoi qu'il en soit, incontournables ? Aujourd'hui, on a fait un travail sur de nombreuses fiches de poste, justement pour identifier les tâches individuelles qui vont, dans les 5 à 10 ans, être amenées à disparaître du fait de l'intelligence artificielle. On se rend compte que tous les postes sont touchés, mais tous les postes vont être conservés. Donc un certain nombre de tâches vont être traitées par l'IA. Donc il va rester effectivement un socle. Et dans ce socle, on va retrouver beaucoup de les célèbres soft skills. Ouais. Donc on va retrouver tout ce qui va être le relationnel. Donc moi je suis dans un cabinet de conseil et autant dire qu'avec nos consultants, on parle beaucoup de cette relation, de ce qu'on doit créer avec nos clients. Pour moi, c'est vraiment des éléments extrêmement importants. L'esprit critique, parce qu'on parle beaucoup. Alors l'IA générative, on en a eu l'explication. Ça produit beaucoup de choses, mais il faut surveiller. Décision aussi. Alors la prise de décision, pour moi, l'IA va amener des éléments qui permettent de prendre la décision. La décision doit rester humaine. Alors moi, pour le coup, je suis dans le monde des RH, et typiquement avec l'AI Act qui est sorti au niveau de l'Europe, donc une réglementation un peu comme la RGPD, nécessite que l'humain reste maître de la situation, et la machine ne peut pas prendre de décision. Par contre, effectivement, quand on est face à un système de recrutement, qu'on reçoit des milliers, voire des millions de CV, avoir du traitement de données rapide pour prendre des décisions, l'IA amène beaucoup de puissance. C'est un outil qui peut apporter beaucoup dans l'entreprise. Mais vous dites le contact client, aujourd'hui on voit bien déjà que l'IA générative est en contact avec des clients, donc aujourd'hui les chatbots, etc. permettent justement de remplacer l'humain dans ces contacts clients, le conseiller. C'est, je pense, le but d'ailleurs de pas mal d'entreprises de le remplacer. Tout à fait. Alors pour moi, on va pas le remplacer. Moi je pense beaucoup à ce que j'appelle l'humain ou le collaborateur augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'IA ou le chatbot, même avant l'IA, on avait déjà des chatbots entraînés qui permettaient de répondre à de nombreuses questions. Ça répond à des questions simples. Et pour moi, ces éléments-là doivent permettre de dégager du temps précieux, notamment encore une fois pour ce qui me concerne dans les équipes RH, pour être en capacité d'accompagner les collaborateurs sur des moments de vie plus importants. Aujourd'hui, les départs, les retours dans les entreprises, les congés mater, les absences, les maladies, où on doit y consacrer du temps, l'IA le fera pas. Par contre, effectivement, l'IA va être en capacité de répondre très vite à beaucoup de choses. L'IA, elle fait les 3-8 et puis elle se plaint jamais, donc elle va être capable de répondre à des questions des collaborateurs. Mais moi non plus, je me plains jamais. Non, pardon, je vous ai coupé, allez-y, continuez.
Non, mais donc pour moi, c'est plutôt une extension pour permettre de gagner du temps. Mais effectivement, pour le premier contact, Pascal donnait un exemple pour transcrire des conversations, pour se permettre d'aller plus vite. Je travaillais dans une banque avant d'être en cabinet conseil. La relation avec les clients, préparer des mails, des modèles de mails pour répondre aux sollicitations des clients. Les prises de notes. Exactement, être en capacité de trier les mails. Enfin, j'ai vu il n'y a pas longtemps un outil que vous pouvez connecter à votre boîte mail et en 3 secondes, il va vous identifier. Vous rentrez de vacances, vous avez 1000 mails en attente, il va vous identifier les 10 les plus prioritaires. Parce qu'il va analyser le contenu, il va analyser les envoyeurs, les sujets, et il est en capacité de vous les mettre sur le dessus de la pile. Donc là, on est encore une fois sur, pour moi, de l'humain augmenté, parce que vous avez un outil beaucoup plus puissant. Allez, vous restez avec nous, on va faire une petite pause, on va revenir dans un instant avec cette IA qui devrait transformer en tout cas nos compétences requises et un petit peu disrupter un peu le marché du travail, mais peut-être pour des solutions positives. Allez, on en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi et l'intelligence artificielle. On ne parle pas de moi quand on dit intelligence artificielle, bien entendu. Nathalie Hector est avec nous, directrice de l'innovation de Schema Business School. Pascal Bizarri, directeur général délégué associé du cabinet de conseil Avisia et spécialisé en IA et en data. Et Christian Verhaeghe, directeur de conseil SIRH chez EMIG. Justement, alors, sur les compétences aujourd'hui, alors des métiers vont disparaître, mais pas les compétences. C'est-à-dire que les compétences vont certainement être augmentées. Il y a des métiers qui sont des métiers répétitifs, mais derrière, ce que vous disiez tout à l'heure, que seul l'humain peut traiter aujourd'hui, tout ça, ça va être augmenté. Oui, là, on parle véritablement de compétences. C'est une révolution aussi, quelque part dans le secteur de l'éducation. On ne forme plus uniquement à des métiers, des référentiels de métiers. On forme aussi à des compétences qui sont beaucoup plus larges et sur lesquelles aujourd'hui on a pas mal d'enjeux. L'esprit critique. Comment on développe l'esprit critique chez les jeunes aujourd'hui ? C'est aussi des méthodes pédagogiques qui doivent évoluer, évidemment. Comment on déploie aussi de la créativité ? Parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi ça. C'est cette capacité à générer une question qui va apporter une réponse. Si on déploie ça à grande échelle dans une entreprise, quand vous êtes aujourd'hui en capacité, à travers un bon prompting, de structurer une étude marketing, par exemple, et bien globalement, il y a 2 éléments qui sont intéressants. C'est de se dire, est-ce que ce qui ressort en fait des propositions qui sont faites par l'IA sont cohérentes ? Est-ce qu'on n'est pas là face à des hallucinations ou des réponses qui sont complètement erronées ? Donc il faut quand même être en maîtrise du secteur d'activité, même si on pose des questions pour gagner du temps finalement, c'est ce que vous disiez juste avant. Et puis il y a aussi une demande en fait aussi des entreprises de garder cette logique de créativité, parce que finalement les entreprises n'ont aucune envie de ressembler les unes aux autres. Donc on va rechercher aussi cette petite valeur supplémentaire qui est l'esprit créatif chez le jeune aujourd'hui, chez l'étudiant. C'est un élément qui est important. Ouais. Qui sont vos étudiants aujourd'hui ? Vous gérez l'innovation, mais il y a plein de choses dans cette école. Oui, en fait aujourd'hui à Schema, vous avez différents publics, formation initiale et étudiants issus post-bac en fait qui rentrent sur un programme bachelor, un programme grande école issu de classes préparatoires ou différents masters spécialisés. Schema, c'est une école aussi avec des profils internationaux, plusieurs campus dans le monde, donc automatiquement aussi on a cette vision-là qui est assez intéressante d'ailleurs de regarder l'approche d'un étudiant brésilien versus un étudiant français. Et puis on a aussi un énorme pan autour de l'exec education, donc la formation continue des cadres aujourd'hui, avec toute une offre évidemment pour accompagner la transformation des entreprises, jusqu'au MBA évidemment, et donc avec ces différents profils, je pense qu'on a un beau mapping des enjeux à la fois des entreprises et des jeunes aujourd'hui pour pouvoir préparer les futurs managers avec les bonnes compétences attendues dans les 10 prochaines années qui seront des années évidemment cruciales dans les différentes ambitions qu'elles peuvent porter. Pascal Bizarri, l'impact de l'IA va-t-il être le même pour les cadres que pour les employés qui font des tâches un peu plus répétitives ? Est-ce que finalement, il y a une espèce d'inégalité qui va y avoir face à justement l'évolution de l'IA dans le monde de l'emploi ? Moi, je pense que c'est une révolution qui va toucher aussi bien l'école bleue que l'école blanc. On n'est pas forcément dans quelque chose qui va impacter uniquement des métiers qu'on pourrait dire à basse valeur ajoutée ou avec des tâches répétitives. Ça va aussi impacter les métiers un peu technique ou d'expertise
Aujourd'hui, on voit que les développeurs eux-mêmes, qui sont un peu les compétences qui étaient très recherchées, on se disait ça c'est des choses sur lesquelles ça n'évoluera pas. Or, on voit qu'aujourd'hui, ces métiers-là sont aussi impactés par ces IA génératives qui permettent de produire des codes, de corriger des codes. Donc, on voit que la valeur de la compétence de développement baisse un peu parce que on a des choses qui permettent de les accélérer. Développement de sites web, développement d'algorithmes, choses comme ça. Donc, je pense que ça va impacter plusieurs typologies de métiers et que chaque typologie va devoir à chaque fois s'adapter à l'impact pour trouver soit la créativité nécessaire pour utiliser, soit pour aller vers des typologies de sujets qui vont être plus ou moins techniques. Donc, ça va un peu impacter tout le monde. Christian Vorag, sur l'obsolescence des compétences, justement, le fait il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont jamais été reformés de toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur leurs acquis depuis 30, 40, voire 50 ans, ce qui n'est plus possible, il ne sera plus possible demain. Oui, tout à fait. Plus que jamais, le développement des compétences dans l'entreprise est important. Et donc Nathalie en parlait par rapport à l'accompagnement qu'on peut avoir des grandes écoles aujourd'hui, c'est absolument essentiel. Donc les entreprises d'aujourd'hui, face à cette révolution de l'IA, pour moi c'est pas une évolution, c'est une révolution. Pourquoi c'est une révolution ? Parce que ça va beaucoup plus vite que les évolutions technologiques qu'on a pu avoir ces dernières 10 ou 20 ans. Et puis surtout, on est très vite obsolète. On est très vite obsolète. Moi j'avais lu une étude également, notamment sur la partie compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous disiez, on doit revoir nos compétences. Il y a quelques années, on disait qu'une compétence, on allait l'acquérir et on allait l'utiliser pendant 2-3 ans avant qu'elle approche un moment d'obsolescence. Aujourd'hui, on parle de certaines compétences qui ne vont pas tenir 6 mois ou 1 an. Donc, les entreprises ne doivent plus rentrer dans un programme de développement une fois de temps en temps. Pour moi, elles doivent être continuellement en développement. Et un des éléments, en tout cas moi, qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est de dire le temps qu'on va gagner grâce à l'intelligence artificielle, il y a une partie de ce temps qui doit être réinvesti dans du développement personnel. Les collaborateurs doivent être perpétuellement en formation continue sur leur temps de travail. On parlait tout à l'heure d'école blanc et d'école bleue. La révolution industrielle, ça a plutôt touché l'école bleue. Est-ce que finalement cette révolution, j'utilise votre terme, va pas impacter là plus les cadres ? Parce que finalement les métiers manuels, eux, risquent de moins être impactés finalement que le cadre, l'avocat, le médecin, qui lui potentiellement peut se retrouver concurrencé par cette IA. Est-ce que finalement c'est pas une révolution qui va être indolore pour les vraies personnes qui ont un métier manuel ? Je pense qu'on est en phase. Je pense que vous avez raison. Effectivement, cette révolution va beaucoup plus toucher le secteur tertiaire. Pour moi, on s'y retrouve. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, la médecine va être touchée. Effectivement, alors moi, je suis dans le métier du conseil. Le métier du conseil est pleinement touché. Aujourd'hui, sur des activités de conseil et des activités qui sont du traitement de données. On parlait tout à l'heure de faire des entretiens, les enregistrer, faire des comptes rendus. Tous ces éléments-là sont pleinement touchés par l'IA et la capacité d'aller plus vite et d'automatiser des fonctions. Et donc, on retombe sur le sujet du développement. On va gagner du temps grâce à l'automatisation de ces fonctions. De fait, qu'est-ce qu'on attend d'un consultant ? Aujourd'hui, le consultant, on n'attend pas qu'il traite de la donnée, on n'attend pas qu'il fasse des jolis PowerPoint, on attend qu'il amène autre chose, du relationnel, de l'intelligence, du benchmark par rapport à ces différentes missions. Donc on est beaucoup plus pour moi dans l'humain. Analyser la compétence de l'autre dans des entretiens annuels, l'intelligence artificielle ne pourra pas faire ça. De toute façon, ce sera toujours votre métier dans cette conversation et dans cette évaluation, en tout cas d'évaluer l'autre. Alors j'espère. Oui. J'espère, parce qu'il y a quand même des nouveautés qui apparaissent aujourd'hui dans les outils. Et j'en ai vu il n'y a pas longtemps, par exemple sur le recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des intelligences artificielles qui sont formées pour faire des entretiens de recrutement. Donc aujourd'hui, vous êtes obligé de prévenir le candidat, mais le candidat, son premier entretien, il peut le faire avec une intelligence artificielle qui a toutes les compétences pour challenger le candidat, lui poser des questions, l'interroger sur son métier. Alors moi, ça m'a interrogé par rapport, on parle de l'ARH, on parle beaucoup de relations humaines, de ressources humaines, et ça m'interpelle aussi parce qu'on en parlait tout à l'heure, cette intelligence artificielle, elle est en train d'inonder les entreprises, mais dans la vie privée, tout le monde l'utilise. Et dans mes délires les plus fous, je me suis dit, mais à un moment, le candidat, il va avoir aussi son IA, et son recrutement, c'est peut-être 2 IA qui vont discuter. Ah oui, ça fait peur. Ressources humaines, je rappelle le mot. Il y a un truc, voilà. Comment vous préparez vos étudiants ? La plupart sont nés peut-être avec cette révolution numérique, si je puis dire. Pas l'intelligence artificielle, mais comment on les prépare psychologiquement, justement, à se remettre en question assez régulièrement, plutôt que de dire, voilà, pépère comme nous étions. Ils sont peut-être nés avec, mais c'est pas pour autant qu'ils la maîtrisent.
C'est un peu comme Ça, l'époque c'est vrai. des Absolument, réseaux vous avez sociaux. raison. On disait, c'est des jeunes, ils sont nés avec les réseaux sociaux et pour autant, c'est pas C'est-à-dire qu'on sait forcément... servir d'un téléphone, mais on ne sait pas comment ce qu'il y a dedans. Exactement. Donc après, il y a plusieurs angles d'attaque. Globalement, la première chose, c'est déjà de les former à ce qu'est l'IA. Déjà, de quoi on parle quand on parle d'IA. On parle d'IA générative. Aussi des notions d'éthique, de responsabilité, d'être capable de savoir que quand on utilise cette typologie d'outils, il y a aussi une génération de data. Il y a une logique aussi autour des droits d'auteur, des copyrights. Donc ça, ce sont des sujets de fond, parce que sinon, assez naturellement, on a une capacité à se dire, tiens, on produit telle chose et puis on se l'accapare. Non, à un moment donné, il y a une logique de source. Donc nous, on travaille énormément sur cet angle d'acculturation assez général. Ça, c'est un élément premier. Ensuite, on a évidemment des cours dans lesquels, c'est exactement l'exemple que vous repreniez, on va typiquement utiliser, dans le cadre des masters spécialisés par exemple, des cours dans lesquels, par exemple, un professeur en RH va utiliser un outil d'IA et on va pouvoir observer en fait comment ça se passe quand on utilise un outil d'IA pour un recrutement RH par exemple, et se rendre compte aussi des biais qui sont d'autres biais que les biais des humains. Après, ça va être aussi différents cours autour de l'utilisation de Python, de différents outils algorithmiques. Justement, vous avez des cours d'informatique purs ou parce que les écoles de business sont pas réputées pour ça? Oui, on en a pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, derrière la révolution de l'IA, il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a une complexité des problématiques pour les entreprises. Donc l'intérêt pour nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette capacité de recul qui est essentielle pour le manager et pour lesquels en fait il est nécessaire qu'ils connaissent en fait ce qui se passe derrière un LLM quand on parle de modèle. En fait, comment ça se structure un algorithme, pour deux raisons. Un, parce que dans l'entreprise aujourd'hui, dans les comités exécutifs, il y a de plus en plus de directeurs des systèmes d'information qui sont présents, capables de parler avec des développeurs, avec des ingénieurs. C'est un élément qui est essentiel pour un manager. Donc, ce ne sont pas des grandes masses de cours, on parle de quelques heures dans l'année, mais il n'en demeure pas moins qu'ils vont devoir travailler avec ces différentes personnes. Donc ça, c'est un élément important. Et après, c'est comment on utilise l'IA pour le business. Et donc là, dans tous les champs, on va l'utiliser dans le marketing, dans les RH et autres. Donc ça va être des cas pratiques. Donc au fur et à mesure, c'est de l'acculturation vers la spécialisation, l'usage et un retour vers une utilisation responsable de l'IA. Pascal Bizarri, vous êtes directeur général délégué associé au cabinet Avicia. Soyons francs, parlons vrai. Est-ce que certains entrepreneurs et patrons d'entreprise sont un petit peu dans les lapins dans les phares? Est-ce que ça cristallise certains cette accélération finalement de l'intelligence artificielle? Par rapport aux chefs d'entreprise, je pense que eux, ils ont les deux aspects qui sont d'un côté, c'est que c'est quelque chose qu'on peut utiliser vraiment pour avoir des gains de productivité. Donc, on a envie d'y aller parce que forcément, on se dit si on le fait pas, d'autres vont le faire, et donc on peut avoir cette perte de compétitivité par rapport à nos concurrents. Donc après, comme disait Christian, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait de ce gain de productivité, si de la meilleure façon à l'utiliser. Ils peuvent être tentés de l'utiliser pour eux-mêmes, parce qu'on peut se dire en tant que chef d'entreprise, moi je peux utiliser ça. Sauf que IA comme IA générative, ça ne peut que aider à reproduire des choses qui se sont passées ou qui ont déjà été observées. D'accord. Le concept d'une IA, c'est de se dire, j'apprends sur des données historiques et j'essaye par une nouvelle situation qu'on me présente, les optimiser. Voilà, de reproduire quelque chose que j'ai déjà vu de la meilleure façon. Sauf que quand on a des nouvelles situations qu'on n'a jamais vues, quand on a eu le Covid, tous nos modèles de forecast des ventes, quand il y a eu le Covid, on n'avait jamais eu le Covid. Donc quand il a fallu prédire les ventes à la réouverture post-Covid, aucun modèle ne marchait. Et donc là, il fallait quand même des gens qui soient capables de comprendre, d'anticiper et de pouvoir s'appuyer à la fois sur les données, mais aussi sur de l'intuition et du feeling. Et donc le chef d'entreprise, c'est toujours ce mix entre la data et le feeling. Allez, on reste on fait une petite pause dans un instant. Les écoles de management et finalement les formations ont-elles un rôle primordial aujourd'hui à jouer dans cet avenir de l'emploi en France, je vais dire dans le monde? On en parle dans un instant avec nos invités. À tout de suite. André Berkoff vous souhaite de sublimes, d'intensives et de jouissives fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Bien. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et chaque semaine, tous les mardis, une émission spéciale emploi.
Qui peut vous donner en tout cas l'idée de changer de métier, de vous reformer, de trouver des voies qui ne sont pas celles que vous avez aujourd'hui? Avec autour de cette table Nathalie Hector, directrice de l'innovation de Schema Business School, Pascal Bizarri qui est avec nous, directeur général délégué associé du cabinet du conseil Avisia spécialisé en IA et en data. Vous me tendez des pièges avec vos entreprises. Et Christian Verhaeghe, directeur du conseil SI-RH chez Hemming. Les écoles de management, Nathalie Hector, forcément, on se tourne vers vous. Vous avez une pression assez énorme quand même, puisque c'est là que, pour certains, tout va démarrer. Ah bah oui, complètement. Pour certains, pour tous d'ailleurs, ça va démarrer. Et puis il y a aussi l'exigence de l'entreprise qui observe les schémiens, puisque Schema, on les appelle les schémiens sur le marché de l'emploi. Donc, on vient déjà les préempter très tôt chez vous ? Très tôt. En fait, très tôt. D'ailleurs, les entreprises font partie aussi du processus de structuration du modèle pédagogique d'une école. Donc c'est important. Après. Bon, derrière, finalement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de technologie, mais il y a aussi tout un pan de l'activité qui consiste à être sur les fondamentaux d'une école. Dans les fondamentaux d'une école aussi, ça passe par autre chose que la partie liée à l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas quand même on n'est pas auto-centré sur l'IA du matin au soir. On est d'abord une école de management dans laquelle on prédit en fait évidemment l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers futurs que ces managers vont avoir dans les entreprises. Alors justement, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux métiers? Est-ce que vous anticipez, vous, la création de métiers auxquels on ne réfléchit pas du tout? Parce que c'est toujours la question un peu qu'on pose aux recruteurs, qu'est-ce qu'on va recruter dans l'année? Mais vous, à 5-10 ans, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître? Animatrice télé, jamais. Radio, jamais. Animatrice radio, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous anticipez? Oui, alors il faut voir aussi que on est sur une technologie qui n'est pas du tout à maturité. Donc en fait, il y a 2 ans en arrière, aujourd'hui, on est déjà sur quelque chose qui a beaucoup évolué. Donc prédire à 5 ans, prévoir à 5 ans, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Ce qu'on voit, par exemple, c'est évidemment toute la pertinence en fait du prompting. Donc ça, aujourd'hui, on forme aussi nos futurs managers à être capacité à poser des bonnes questions, à structurer une question de façon à ce que l'intelligence artificielle vous apporte la réponse la plus appropriée possible. Pas évident, parce que finalement, dans une école, on est plutôt habitué à être ceux qui posent les questions et les étudiants répondent. Donc là, en fait, c'est une autre démarche, c'est une autre façon aussi de faire fonctionner son cerveau que d'être en capacité de structurer, poser une question pour qu'elle soit véritablement dans un cadre et ensuite qu'on puisse avoir une réponse qui soit totalement appropriée. Ça, c'est un élément qui est important et on voit bien en fait aussi que on a ce sujet, on le vit aussi dans nos vies privées. Si on a envie d'avoir une bonne réponse de ChatGPT, encore faut-il lui poser la bonne question. Est-ce qu'il n'y a pas eu un risque de disparition du savoir, puisque finalement tout savoir à portée de main. Alors je vois Christian qui veut réagir. Est-ce qu'il va y avoir une désaffection justement de la connaissance au profit justement de poser les questions? Pour moi, il y a un risque. Moi, l'exemple que je donne toujours, que je fais le parallèle, c'est par exemple depuis qu'on a Waze, les gens lisent plus les panneaux. Le bon vieux guide Michelin qu'on sortait à une époque, ça n'existe plus. Donc, on ne sait pas où les gens habitent, mais avec Waze, on trouve l'endroit du rendez-vous. Et on ne se pose plus la question, c'est ça surtout. Oui, c'est ça, on se pose plus la question. Donc moi, avec l'intelligence artificielle, je n'y crois pas trop à la perte de compétences. Moi, je vois plutôt le danger de l'utilisation des réponses on en parlait d'esprit critique, sans compréhension. Et aujourd'hui, les plus mauvais usages des résultats d'une intelligence artificielle, c'est des gens qui ne maîtrisent pas la matière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez solliciter ChatGPT sur un sujet quelconque. Si vous ne maîtrisez pas ce sujet, comment vous allez être en capacité de dire la réponse qu'il me donne, elle est de bonne qualité, je peux en faire quelque chose. Et aujourd'hui, et donc tout ça, je pense beaucoup à Nathalie et le monde scolaire, le plagiat de l'époque, fallait copier-coller qu'on faisait dans les bouquins ou après sur Internet. On a la même chose aujourd'hui avec l'IA. Et c'est pour ça quand on parle donc il faut maîtriser une partie de la réponse. Pour moi, justement avoir une capacité, la matière. Exactement. Donc il faut quand même maîtriser le prompting, c'est une chose, mais justement connaître une partie de la réponse. Ce qu'on dit à nos étudiants, d'ailleurs, ça a été un des éléments le jour de la rentrée, on leur a dit, en fait, c'est la pire chose qui soit arrivée de ChatGPT pour vous. Parce que là, vous pensez qu'en fait, en posant une question, vous avez une réponse, et donc on peut s'affranchir du savoir. C'est l'inverse. Si vous ne maîtrisez pas parfaitement le marketing, globalement, vous pouvez utiliser les meilleurs outils d'intelligence artificielle. Vous ne serez pas en capacité d'avoir cet esprit critique et amener cette phase de créativité qui sera importante dans l'entreprise. Pascal Bizarri, vous voulez réagir? Ouais, je serais plus précautionneux sur ces aspects-là parce que pour moi, c'est exactement la même chose qu'on a vécu quand on a eu Internet et Wikipédia. Avant, on posait la question dans Google, il fallait peut-être chercher et aller lire 2-3 contenus sur des sites. Et en tant que journaliste, je pense que vous l'avez vécu de la même façon. Si on ne vérifie pas ses sources, on peut dire des bêtises.
là, c'est juste un accélérateur qui fait que la réponse, elle est plus rapidement disponible et elle est déjà mieux digérée par rapport à la question qu'on a posée. Mais la matière qui est derrière, c'est la même, quoi. Ça reste la connaissance, ça reste Internet. Donc moi, je trouve que ça change pas beaucoup par rapport à au fait de la mise à disposition d'Internet, ça reste juste la capacité à chercher ce qu'on a besoin, quoi. Ce qui est important, c'est que vous êtes, ce que je disais tout à l'heure, à la base de ces étudiants, que vous allez façonner avec l'outil aujourd'hui, mais toutes les générations au-dessus, les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires, et aujourd'hui même plus, parce qu'on fait revenir des gens qui étaient à la retraite, qui vont travailler. Comment on va reformer tous ces gens-là? Et quel métier on va leur donner, par exemple, Christian Verhaeghe? C'est quoi aujourd'hui l'avenir parce que là c'est une masse quand même, puisque la population est vieillissante, donc c'est pas le plus petit potentiel. Pour moi, j'aime bien remettre quand même l'intelligence, et ce que disait Pascal, ça résume bien. J'aime bien ramener l'intelligence artificielle comme un outil. C'est pour ça que quand on parle du système scolaire, en fait, moi je vois pas pourquoi on créerait des nouvelles matières au-delà de comprendre l'IA. C'est un nouvel outil. Quand Excel est arrivé dans les entreprises, on n'a pas revu le process de la manière dont nos étudiants étaient formés. Ils avaient un nouvel outil. Donc pour moi, l'IA va être pareil. Donc ça me ramène au sujet du développement. Il faut qu'on forme les collaborateurs, donc de tout âge. Donc évidemment, il ne faut pas se dire qu'on va former qu'à l'école, parce qu'effectivement, tous ceux qui sont déjà dans nos entreprises, ils ne retourneront pas à la schema, malheureusement. Donc il faut qu'on les forme. Mais donc, il y a une volonté de ça, pardon. Oui. Il y a une volonté. Oui. Alors aujourd'hui, il y a une volonté. Alors voilà, variable selon les entreprises, mais oui, il y a une volonté parce que les dirigeants ont compris qu'il y a une transformation qui se mettait en place et que cet outil-là, il va falloir apprendre à l'utiliser beaucoup plus vite que ce qui a été fait avant. Et je crois qu'un thème qui me tient beaucoup à cœur, dont on parle beaucoup, c'est l'éthique. Parce que, alors, Nathalie citait tout à l'heure le plagiat, donc extrêmement important, mais également la manière d'utiliser les données, l'équité de traitement des uns et des autres face à l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un vrai enjeu des prochaines années sur l'utilisation de l'outil. Mais effectivement, là, on est transgénérationnel, on ne va pas former que les trentenaires, on ne va pas former que les quinquas, tout le monde devra y passer, parce que c'est un nouvel outil qu'il faut utiliser dans l'entreprise. Pascal Bizzarri. Oui, le sujet de l'acculturation, pour le coup, c'est quelque chose dans les entreprises qui a été compris, parce que nous, je vois, c'est quasiment une grande partie des demandes qu'on a, c'est de se dire comment on peut acculturer l'ensemble de nos salariés et pas uniquement ceux qui travaillent dedans à ces principes-là, afin qu'ils comprennent, parce que c'est quasiment un enjeu sociétal. Il y a même quelques-uns de nos clients qui se sont regroupés entre eux et qui ont lancé une initiative avec l'Institut Montaigne de mettre en place un cours en ligne disponible, accessible gratuitement, qui s'appelle Objectif IA et qui a une volonté de pouvoir acculturer le maximum de personnes d'ici 2025, parce que on se dit toute la population va être soit en contact de près ou de loin avec des sujets de ce type. Donc c'est important que les gens comprennent ce qui se passe derrière, l'utilisent à bon escient, mais aussi sachent que derrière ce qui se passe quand ils utilisent ce genre d'outils. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à un salarié aujourd'hui qui a des tâches répétitives dans son job et qui peut être menacé justement par l'IA, parce qu'il n'y a pas que des jobs intellectuels. Quel conseil vous donneriez justement pour switcher vers une reconversion ou une adaptation du job? On a deux possibilités de s'adapter à chaque fois. C'est soit d'aller vers des problématiques très orientées métier, c'est-à-dire que la tâche répétitive, sûrement que derrière, elle sert à une problématique métier quelle qu'elle soit. Donc soit on est capable d'aller vers cette trajectoire et donc d'être la personne qui va utiliser les réponses à ces tâches répétitives pour les enjeux business, soit d'aller vers l'aspect plus technophile, parce que c'est pas forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IA, ça devient une commodité sur la partie technique. Ça, même d'aller sur les enjeux techniques, c'est pas forcément très difficile d'y aller. Moi, le premier, j'ai réussi à me remettre sur des langages de programmation que j'avais pas vus, juste en me disant, voilà, j'ai quelques bases, je vais aller me former avec des outils, je vais poser des questions, je vais me faire aider. Et en fait, on y arrive. Donc, en fonction des appétences des gens, soit on va vers les aspects plus métiers, soit on va vers les aspects plus techniques. Nathalie, Hector, quand vous entendez ça, forcément, ça doit vous faire réagir, j'imagine. Oui. Après, il y a plusieurs angles d'attaque. Évidemment, il y a une phase qui va être liée à de l'acculturation générale. Donc, effectivement, on retrouve de la formation qui peut se faire en ligne, d'ailleurs. Il y a énormément de comités de pratique. Ça aussi, c'est un élément qui est intéressant, c'est que on le voit, parce qu'en fait, on est aussi une école, mais derrière une école aussi, c'est une organisation qui se transforme par l'IA. En fait, on voit que c'est aussi beaucoup de communautés de pratique qui
permettent en fait de sauvegarder aussi ce lien intergénérationnel qui fait que celui qui connaît partage avec celui qui maîtrise un peu moins. Après, le deuxième axe qui est important, et je pense que c'est le travail qu'on mène aussi avec dans la partie liée à l'exec education au sein de l'école, c'est de travailler à cette fameuse transformation en étant en capacité de réfléchir à un contenu qui va être en correspondance par rapport à l'entreprise. Et à partir de là, on prend des lignes complètes d'activités, de secteurs d'activité, de cadres ou de collaborateurs pour les aider justement à aussi se reposer des bonnes questions, parce que on parle de tâches répétitives et de métiers un peu difficiles, mais il y a aussi une opportunité de ces fameux nouveaux métiers qui sont aussi liés beaucoup à la communication, au partage, à l'échange, etc. Donc en fait, on voit aussi qu'il y a ce potentiel, parce qu'on a quand même finalement, on évolue vers quelque chose qui est plutôt positif, c'est de se dire on passe de métiers qui disparaissent au profit de nouveaux métiers, mais dans lesquels en fait il y a énormément de relations humaines. Donc je pense que c'est ça l'enjeu des entreprises, c'est de se dire, vous parliez de lapin dans les phares tout à l'heure, mais c'est exactement ça. On est face à quelque chose qu'on maîtrise pas, on n'a pas tous en termes d'entreprise la capacité à investir énormément d'argent. Par contre, la capacité à se dire qu'est-ce qu'on a envie véritablement de faire en termes d'entreprise, de valeur que l'on porte par rapport à nos salariés. Et à partir de là, on peut déployer des dispositifs de formation et d'intégration de ces nouvelles technologies à l'intérieur de l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut surtout prendre le temps de bien poser les objectifs de la boîte, ce qu'elle a envie de faire et de ses valeurs. On va reconnaître finalement ce qu'on a toujours connu dans les entreprises, celles qui ont envie de plus de productivité et de tourner vers un angle un peu plus noir dans l'usage de l'IA, celles qui vont profiter pour faire un reskilling, c'est le mot à la mode en ce moment, on reskill les collaborateurs, et pour ça il y a des formations qui sont faites, il y a du travail terrain, et puis après c'est évoluer vers d'autres typologies d'emploi. Eh ben justement, on reviendra sur ces formations éthiques, forcément, qui sont importantes pour former ces futurs leaders. Oui, vous pouvez me regarder, mon réalisateur préféré. Écoutez bien ce qu'on c'est impressionnant. C'est impressionnant. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix d'emploi avec Nicolas Leroy, mon compagnon de toujours, qui est avec nous, spécialiste des RH, forcément. Pour l'instant, il ne m'a toujours pas viré. Avec nos invités, Nathalie Hector, qui est avec moi, directrice de l'innovation Schema Business School, Pascal Bizarri, directeur général délégué associé au cabinet de conseil Avicia, spécialisé en IA et en data, et Christian Verhaeghe, directeur du conseil SIRH chez Heming. Il y a une question qui me paraîtrait intéressante. Nathalie Hector, c'est finalement la compatibilité entre l'éducation nationale et des écoles telles que la vôtre sur la façon d'apprendre aussi. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il va aussi falloir changer le logiciel de nos apprenants, que ce soit dans la vie de tous les jours et par rapport à des écoles telles que la vôtre où régulièrement vous vous reformez, où vous faites des resets sur la façon pédagogique? Oui, alors c'est un énorme enjeu. Clairement, que ce soit je me doute. L'éducation nationale, d'ailleurs. Pour un certain nombre d'entre eux, aujourd'hui, on voit des très belles choses qui sont en train d'être faites sur la formation des professeurs dans l'éducation nationale. Donc, on est plutôt rassuré, entre guillemets, sur le fait là aussi d'une génération de professeurs qui est en train de transformer pas mal la relation à l'élève. Après, c'est aussi une formation plutôt des parents, ou plutôt à l'orientation, parce que les enjeux sont pas tant aujourd'hui de choisir en fait une voie, plutôt de se dire est-ce que c'est la bonne voie, et ça en fait aujourd'hui il y a véritablement un certain nombre d'informations qui sont pas très claires pour les familles. Après pour les écoles de l'enseignement supérieur, l'énorme enjeu c'est cette capacité à quitter ce monde uniquement du diplôme où on se dit en 3 ans ou en 5 ans on a fait une formation et ça y est, on est parti pour faire une vie, à se dire que dès le départ en fait ça va être une permanence de remise en question. Sauf que Christian Verhaeghe, ce qui est important, c'est de dire avant on avait des conseillers d'orientation qui avaient une palette de métiers à disposition pour ces gens-là, en tout cas pour ces élèves, boulangers, artisans, voilà. Aujourd'hui c'est très difficile parce qu'il y a combien de métiers qu'on ne connaît pas.
C'est ça, en fait, il y a eu beaucoup de créativité et aujourd'hui, il y a une forte pression qui porte sur les épaules des équipes RH dans les entreprises qui doivent maîtriser des référentiels de compétences à plus savoir les compter, sur lesquels il faut faire évoluer. Moi, j'ai connu une période où une fiche de poste pour faire un recrutement, on utilisait la même, 3-4 ans de suite. Aujourd'hui, sur un mois à l'autre, l'écriture d'une fiche de poste, elle va changer parce qu'on va toujours chercher des nouvelles compétences, on va toujours décrire des contextes différents. C'est redoutable. Moi, je l'ai essayé, c'est incroyable. Alors, en 3 mots, il vous sort une fiche de poste qui est parfaite. Mais c'est un peu la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup plus de pression sur les équipes RH, mais les équipes RH, de fait, elles ont aussi un nouvel outil pour travailler. Et moi qui travaille beaucoup dans ce monde justement du RH et du SIRH, on passe beaucoup de temps justement à accompagner ces équipes pour qu'elles montent en compétence sur ces sujets-là, parce que cet outil, elles en ont besoin, parce que souvent elles vont participer à l'acculturation dans l'entreprise, et puis cet outil, elles en ont besoin pour déployer beaucoup plus de puissance. Pascal, vous êtes présent dans notre entreprise dans beaucoup de pays. Est-ce que la France est en avance, ou en tout cas est-ce qu'elle est moteur dans le monde de l'IA, ou est-ce qu'au contraire on est plutôt suiveur en Europe par rapport aux États-Unis par exemple? On va avoir la meilleure compétence sur les aspects académiques justement et autour des chercheurs, parce que du coup là le monde entier nous envie notre qualité académique et la qualité de nos chercheurs. C'est pas pour rien que souvent ils sont débauchés dans les autres pays pour aller dans les grandes universités ou aller travailler dans les grandes entreprises étrangères. Donc non, sur ces aspects on a une vraie carte à jouer parce qu'on a ce savoir-faire et on a cette compétence académique qui aide beaucoup. Et on a des entreprises aujourd'hui qui poussent des géants comme aujourd'hui les grandes entreprises. On voit qu'Elon Musk lance la sienne. Est-ce qu'on a un pôle de tech là-dessus? Bon, après, on a une excellence académique, mais on a une plus grosse complexité à le transformer en business en France par rapport à d'autres pays où là c'est un peu plus compliqué. Donc non, on le voit à part des gens comme Xavier Niel ou des choses comme ça qui ont des capacités justement à transformer, à utiliser ces technologies et à créer tout un écosystème autour de ça parce qu'ils arrivent à comprendre et à être visionnaires par rapport à ces enjeux. Mais en France, la culture pour le coup, elle est vraiment à la recherche pure et dure et pas forcément au côté recherche appliquée professionnelle. Nathalie, Hector, je disais tout à l'heure la formation éthique. Comment on sensibilise aujourd'hui justement des étudiants à cet enjeu de l'IA, d'une IA éthique? En l'utilisant. Déjà, parce que c'est en utilisant qu'on se rend compte aussi des forces et des faiblesses des modèles. On repère aussi la qualité de la donnée. On travaille aussi sur une dynamique de prospective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de cours, par exemple, sur lesquels on va se positionner en se disant tiens, tel sujet-là dans 25 ans, 30 ans, comment on pourrait voir ces choses-là. Donc c'est aussi cet esprit critique ou cette créativité, on va l'amener aussi à travers la logique de prospective. Donc on leur explique ce qui se passe derrière un LLM, donc aussi comment c'est structuré. La donnée en fait qui a été entraînée derrière le modèle, globalement, elle a été piochée d'informations dans quel écosystème, et à partir de là, d'être capable de se dire, à un moment donné, dans l'entreprise, on va peut-être devoir structurer notre propre IA pour se garantir une sécurité, une qualité de la donnée versus des LLM génériques. Et puis, comme on est au début de l'histoire, on sait aussi qu'il va y en avoir beaucoup des LLM, et qu'à un moment donné, quand ils vont les utiliser, il sera peut-être intéressant qu'ils puissent observer la qualité de l'information. Donc, c'est un peu à travers cela. Après, on a aussi, nous, déployé une charte d'usage de l'IA à destination des professeurs, des étudiants, des collaborateurs pour un usage responsable de l'IA. Derrière le côté responsable, c'est aussi le côté durable, parce qu'on sait aussi que ces typologies d'outils sont assez consommatrices. Énergivores, donc c'est aussi l'utiliser dans le bon sens du terme. Donc voilà, ce sont un certain nombre de modules ou de pratiques ou d'échanges avec des spécialistes pour leur permettre d'avoir cette connaissance assez générale. On vous sent résolument optimiste pour justement, notamment Christian, vous parlez d'employés augmentés. Est-ce que justement, pour terminer l'émission, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre vision sur ce que sera cet employé augmenté, son quotidien ou ses évolutions? C'est ça, non? Je suis un fan de science-fiction, on pourrait y passer la soirée, mais raisonnablement, tout à l'heure vous parliez du monde agricole sur lequel on a supprimé beaucoup de tâches extrêmement dures, l'arrivée du tracteur, etc. Pour moi, dans l'école blanc, on en
est un petit peu là. C'est-à-dire qu'on doit, normalement, grâce à ces nouvelles technologies, réduire les tâches à plus faible valeur ajoutée pour passer plus de temps sur des choses plus intéressantes, plus valorisantes, des choses à plus forte valeur ajoutée pour nos clients quand on fait du conseil. Et aujourd'hui, donc, on a beaucoup parlé d'éthique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi combattre la peur, parce que l'IA, elle fait peur à beaucoup de collaborateurs. Donc on les forme dans les écoles. Nous, dans les entreprises, il faut qu'on les accompagne. Et moi, je suis toujours un peu provoque. Et aujourd'hui, j'ai une petite phrase pour provoquer mes collaborateurs quand on en discute. C'est je leur dis, vous ne devez pas avoir peur de l'IA, mais vous devez avoir peur des gens qui l'utiliseront mieux que vous. Pascal Bizzarri, est-ce que, on rencontre beaucoup, surtout à la radio, de gens qui n'aiment pas leur métier en fait, qui font un métier pour se nourrir. Est-ce que l'intelligence artificielle, quand on aura laissé tomber toute la pénibilité, tous ces gestes récurrents qui n'amusent personne, on pourra se dire, on va s'ouvrir sur des métiers peut-être qui vont nous fasciner? Alors ça, moi j'en suis convaincu parce que ça fait 20 ans que je travaille et à l'époque où j'ai démarré dans ce métier-là, c'était pas du tout sexy. À l'époque, c'était les traders, c'était la finance. Quand on faisait des études comme ça, un peu statistiques, machin, on était plus... on va dire catégorisés comme les gens pas très fun. En 20 ans, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on se tourne vers quelque chose qui est beaucoup plus sexy et qui fait que les gens vont vers ces carrières-là et du coup embrassent des métiers, on va dire, avec entrain. Et du coup, je pense qu'on va avoir une génération de gens qui vont être passionnés par ces sujets. Ils sont passionnants et qu'on va aller vers des métiers où forcément les gens ils vont prendre du plaisir tous les jours pour se lever pour aller travailler, quoi. Le mot de la fin avec vous, Nathalie Hector, peut-être, surtout ces étudiants qui s'ouvrent à un monde qui n'a plus de limite aujourd'hui. Ah oui, complètement. Après, cyborg ou centaure, c'est finalement des fois ce qu'on lit. Ouais. On peut espérer que ce soit plutôt centaure que cyborg, du moins dans les prochaines années. En tous les cas, c'est ce qu'on leur souhaite à nos étudiants. Merci beaucoup Nathalie Hector, directrice de l'innovation Schema Business School. Je vous incite à aller voir sur leur site internet, bien entendu. C'est certainement une formation pour vous. Pascal Bizzarri, merci beaucoup, directeur général délégué associé du cabinet de conseil Avisia, spécialisé dans l'IA et la data. Je sais vers qui me tourner si j'ai un problème. Christian Verhaeghe, merci beaucoup, directeur de conseil SIRH chez EMIG. Et mon co-animateur Philippe David, toujours là. Ça va Philippe ? Toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous ai quitté il y a 1 heure. Tout va bien, c'est ça, mais vous m'avez tellement manqué. C'est fou. Qu'est-ce qu'il est gentil. Allez, dans un instant, du football. Les vraies voix du foot. Alors, on va faire un bilan. On est quasiment à l'heure du champion d'automne. On a déjà le champion d'automne. On va parler du PSG. Est-ce que c'est un champion d'automne convaincant? Ils sont sûrs de l'être après leur victoire face à Lyon. Demain soir, ils jouent à Monaco, mais ils peuvent perdre les 2 derniers matchs. Ils ont 7 points d'avance. Calmons-nous. Alors, pour vous, le PSG, champion d'automne convaincant ou pas, venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Ensuite, on parlera de l'OM. Est-ce qu'il peut aller titiller le PSG pour le titre de champion? Non. Ils sont dauphins. Ça, c'est la supportrice du PSG qui parle. On dit que non. Et on parlera ensuite... c'est pas la peine de faire le sujet, je vous dis non. Ne réagissez pas. On parlera ensuite de l'Olympique Lyonnais qui fait un très bon parcours en Coupe d'Europe, mais qu'à un cas en Ligue 1. Et on finira par Paul Pogba, dont on parle du retour. Il est suspendu pour dopage jusqu'au mois de mars. Il fêtera d'ailleurs ses 32 ans à ce moment-là. Est-ce que vous croyez à un retour de Paul Pogba au plus haut niveau? Il est sollicité par l'OM. Le But Football Club nous apprend que le Paris Football Club, qui vise la montée en Ligue 1, serait dessus. Et depuis aujourd'hui, le Corinthians de Sao Paulo également. Alors vous croyez que Paul Pogba peut revenir au plus haut niveau, oui ou non? Venez nous le dire au 0826 300 300. On vous attend bien sûr avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso et Maxime Sénat. Et je remercie bien sûr Nicolas Leroy d'avoir été avec moi et d'avoir préparé cette belle émission passionnante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain avec Philippe David et toute l'équipe à partir de 17h. Passez une très belle soirée. Salut, à demain.